Et ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce live meeting organisé par Lita. J'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous êtes en train de vous connecter progressivement. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Le temps que tout le monde nous rejoigne, je vais juste me présenter rapidement. Je suis Maude Canet, je suis chef de projet levée de fonds chez Lita. Et aujourd'hui, on va se parler de la levée de fonds de ASF 4.0. L'usine Made in Europe qui révolutionne la chaussure de sport. Je vois que vous vous connectez encore, donc je réitère bonjour. Merci à tous de nous rejoindre en direct pour une nouvelle rencontre entre citoyens et entreprises financées via notre plateforme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lita, Lita, c'est une plateforme qui propose un nouveau modèle d'investissement, plus direct et plus simple. On relie les investisseurs désireux de changer les choses avec des entreprises qui le font à travers des investissements à partir de 100 €. Et on rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 140 000 citoyens et citoyennes. Voilà pour le petit topo Lita. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Lucie Réguillon-André, DG ASF 4.0, de Gilles Réguillon, qui est CEO Chamatex Group et fondateur d'ASF 4.0, et de Julien Dickert, directeur général Chamatex Group en charge des finances. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Avant de vous laisser la parole, je vais juste rapidement vous présenter à tous l'outil Livestorm sur lequel nous sommes connectés. Vous avez deux onglets en bas sur la droite. D'abord l'onglet chat qui sera destiné aux messages informels dans lequel vous pouvez manifester votre présence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me confirmer que vous m'entendez bien et à nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu ASF 4.0 ou Lita. Et s'il y a un quelconque problème technique, ce sera aussi là qu'il faudra le manifester. Et puis, vous avez un deuxième onglet qui est l'onglet questions pour formaliser vos questions tout au long de l'événement. Et on prendra le temps de les traiter pendant la deuxième partie de ce live. Voilà. Écoutez, si tout est clair, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser la parole à l'équipe ASF et je vais partager votre présentation. Hop. C'est parti. Bonjour tout le monde. Donc, Gilles Réguillon, CEO du groupe et d'ASF. Ravi de partager ce moment avec vous. Nous sommes en pleine opération levée de fonds significative pour accélérer notre projet et on a souhaité s'appuyer sur Lita pour une partie de notre levée de fonds qui est de l'ordre de 15 millions au total. Le projet ASF, peut-être que certains d'entre vous l'ont découvert à travers Lita, d'autres l'avaient découvert avant. Notre projet, il a pour objectif de se positionner sur le continent européen avec des fabrications qui depuis longtemps sont parties dans le sud-est asiatique. Et notre ambition, elle est claire, c'est devenir leader européen de la production de chaussures de sport. Donc on a notre première usine qui a été implantée il y a maintenant 4 ans sur la France et aujourd'hui on est en phase d'accélération. Une phase d'accélération qui est nécessaire par rapport aux besoins du marché, qui est énorme, et qui est nécessaire aussi par rapport à la rentabilité de l'entreprise que l'on souhaite avoir le plus rapidement possible. Les enjeux de ce marché, le marché est énorme. La chaussure de sport, c'est un marché qui est en pleine croissance, 90 milliards. On est en croissance régulière depuis une dizaine d'années. Depuis le Covid, ce marché est encore plus en croissance. On est de l'ordre de 8%. Et c'est stable, cette croissance de 8%. De plus en plus de gens dans les pays occidentaux courent, et même pratiquement dans tous les pays. Et après, les enjeux qui sont majeurs sur ce secteur sont bien évidemment l'environnement, parce qu'aujourd'hui, toutes ces chaussures qui sont fabriquées en Asie ont une trace carbone qui est vraiment mauvaise. L'environnement social, tout simplement, nous, on crée des emplois plutôt en Europe.
essentiellement en France d'ailleurs au niveau du groupe Chamatex. Et c'est vrai que c'est une partie qui est très importante pour nous parce qu'on crée des emplois pour nous aujourd'hui, mais on crée aussi des emplois pour demain, pour nos enfants, pour que l'Europe reste un continent fort au niveau industriel, la France notamment. Enfin, géopolitique, on a des tarifs douaniers qui sont énormément chamboulés en ce moment, vous le savez tous. On a également un nombre de conflits mondiaux qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer il y a simplement 5 ans. Et on sait que dans ce monde qui est un petit peu dangereux, on a des électrons qui sont agités du côté de la Chine et de Taïwan. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, le business de la chaussure est principalement détenu par les Taïwanais. Donc on sait qu'un jour ou l'autre, on a une petite bombe à retardement sur le business de la chaussure, comme dans d'autres business, comme les semi-conducteurs ou le cycle. En tout cas, nous, notre positionnement, c'est de se dire, on crée quelque chose de disruptif, on a une réponse sur l'environnement, on a une réponse sur la relocalisation. Donc, on est en local to local. Hein. Un exemple, par exemple, nos chaussures sont fabriquées avec un tissu dessus qui s'appelle Matrix, qui est un tissu breveté par le groupe Chamatex. Ce tissu, on le fabrique en Ardèche, à côté de notre usine ASF, et on livre l'usine ASF. Il se trouve qu'on a aussi une usine en Asie qui fabrique ce tissu et qui le livre pour les grosses usines en Asie. Donc, notre stratégie au niveau du groupe et au niveau d'ASF, c'est vraiment le local to local. Et évidemment, l'étape de demain, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on importe les semelles pour fabriquer les chaussures d'ASF d'Asie. L'étape de demain, c'est de les fabriquer tout simplement en Europe. On a déjà des moules qui sont lancés avec des partenaires européens, notamment portugais, et d'être vraiment local to local. Le time to market, il est évident aussi. Dans l'industrie du sport, tous les produits sont développés globalement en Asie. Donc, ça veut dire qu'il y a des temps de mise au point qui sont importants. Là, un exemple, les équipes de Salomon sont toutes les semaines, chez nous pour faire un point sur la qualité, sur les développements. Et en fait, ça va quand même plutôt très vite. Et enfin, les valeurs. Bon, les valeurs, on met tout ce qu'on veut derrière les valeurs, mais je crois qu'aujourd'hui, de fabriquer des produits de haute technicité pour des marques de plus haut point avec le label Made in France ou Made in Europe, c'est vrai que c'est quand même satisfaisant par rapport à systématiquement acheter des produits de grande consommation qui viennent par conteneur du sud-est asiatique. Aujourd'hui, notre empreinte, parce qu'on parle quand même essentiellement de cette empreinte carbone, notre empreinte carbone, avec une chaussure fabriquée chez ASF, Salomon Metacross, qui a une semelle qui vient d'Asie, parce que les moules ont été ouverts en Asie, notre empreinte carbone est déjà diminuée de 23%. Demain, dans notre usine en France et notre usine au Portugal, avec une semelle développée et fabriquée au Portugal, on sera à 55% de traces carbone en moins. Alors, cette stratégie qu'on mène avec conviction, les marques et des marques mondiales ont la même stratégie. Beaucoup de marques, vous voyez Salomon, ASICS, New Balance, Puma, sont des gens d'ailleurs qu'on connaît parfaitement parce que certains ont travaillé avec eux et à la fois avec le tissu Matrix et chez ASF, et d'autres on travaille que sur le tissu Matrix aujourd'hui, et demain on espère bien travailler avec eux chez ASF au Portugal. Ils ont toutes mis, ces marques ont mis dans leur feuille de route 2030 d'avoir une non-dépendance à l'Asie, tout du moins avoir un non 100% en Asie, et ils estiment, grosso modo tous, pouvoir avoir entre 10, 15, 20, 30% de leur production qui serait en local to local. Donc ça, aujourd'hui, c'est très important parce que c'est l'ambition des marques. Et puis derrière ça, ce sont des marques qui veulent aussi se protéger d'éventuels conflits, d'éventuels problèmes de Covid qui est arrivé, qui a complètement stoppé la planète. Donc voilà un petit peu l'ambition des marques. Maintenant, concernant
Ce que l'on a déjà fait, c'est-à-dire notre usine qu'on a depuis 4 ans en France, eh bien, je vais laisser la parole à Lucie qui la dirige et derrière, on rebondira à nouveau sur d'autres sujets ensemble. Donc, Lucie, à toi. Donc, bonjour à tous. Comme dit Gilles, il y a 4 ans, on a lancé cette usine en Ardèche. Actuellement, c'est une usine qui a à peu près 70 personnes. Donc une douzaine de personnes qui s'occupent de toute la partie back-office, donc développement des produits, parce que quand on le verra un petit peu plus loin dans la présentation, mais quand on industrialise et quand on fabrique un produit chez ASF, on part du développement. Donc on reçoit un cahier des charges des clients et des marques, et c'est nous qui faisons tout le développement. Donc il y a une équipe bureau d'études développement produit, une équipe sur la qualité, une équipe sur tout ce qui va être programmation machine, automatisme, robotique, etc. Parce que pour être capable de mettre au point ce procédé de fabrication-là et de fabriquer en Europe avec des coûts qui soient compétitifs, on a complètement revu les procédés de fabrication avec des machines automatisées, avec des nouveaux procédés d'assemblage bien spécifiques qui sont complètement différents de tout ce qui peut se faire dans la fabrication traditionnelle de chaussures de sport en Asie du Sud-Est. Donc, on a une douzaine de personnes sur des services comme ça, support, back-office, et ensuite une cinquantaine, entre 50 et 60 personnes en production, réparties en 2 équipes de production pour être capable d'assembler une paire de chaussures. Donc, comment on fait? La première étape, c'est qu'on reçoit des matériaux. Donc, c'est le numéro 1, là, que vous voyez sur la présentation. Donc, on reçoit des matériaux qui sont en rouleau, par exemple, tous les matériaux qui vont composer le dessus de la chaussure qui s'appelle la tige. Et ensuite, par différentes étapes d'assemblage, donc on va assembler d'abord cette tige à plat, rajouter des impressions, rajouter des décorations pour ajouter du design par rapport à ce que souhaite le client, mettre en 3D ensuite en forme cette tige, ensuite coller la semelle de la chaussure, donc la semelle extérieure qui va marcher sur le sol, et ensuite, donc, une dernière étape où on fait le contrôle qualité et l'emballage de la paire de chaussures pour être capable de livrer des paires qui sont toutes prêtes à être envoyées chez nos clients et qui, eux, les commercialisent par différents biais, soit dans leur boutique en propre, soit via des distributeurs type Palicité, Intersport, Decathlon, etc. Voilà, donc c'est important de parler du niveau d'automatisme de chacune des étapes. Oui, donc nous, par rapport, en fait, on peut aller sur la diapo suivante. Je peux en parler à ce moment-là. Donc nous, comme je le disais, mais comme ce qui se fait dans la plupart des usines de fabrication industrielle et de fabrication de chaussures, donc on part d'un plan d'un client, d'un design d'un client qu'on va transformer en un plan et ensuite, contrairement, c'est pour ça qu'on s'appelle ASF 4.0 parce que c'est l'industrie 4.0, contrairement à ce qui peut se faire traditionnellement où on va donner un plan et c'est un opérateur qui va assembler. Nous, on paramètre toutes nos machines. Donc, tout ça, donc, il y a une chaîne digitale qui existe. Donc, à partir du plan qu'on fait au départ, on va paramétrer toutes nos machines pour être capable de les fabriquer ces paires de chaussures en automatique. Sachant qu'il y a beaucoup d'automatisation dans notre process, mais il y a également des étapes manuelles. Donc, c'est un mix des deux, un mix de fabrication manuelle et de savoir-faire des personnes qu'on a réussi à acquérir ces 3-4 dernières années depuis qu'on a démarré, et un mix d'automatisation qui nous permet d'être plus précis, plus répétable, d'aller plus vite et d'être plus compétitif à la fin. Donc aujourd'hui, en France, donc sur cette première usine en Ardèche, donc on a une seule ligne de fabrication, donc avec les 5 grandes étapes comme elles ont été présentées tout à l'heure, de la découpe jusqu'au packaging. Aujourd'hui, donc pendant 3-4 ans, on a démarré cette production-là. Je ne sais plus si c'est quelque chose qu'on dit plus tard dans la présentation, mais pour vous donner un ordre d'idée, on a démarré la production en 2022. On a livré 5000 paires de chaussures à notre premier client qui était Salomon. Et aujourd'hui, en 2024, on a fait autour de 55 000 paires livrées à nos différents clients, donc que ce soit Salomon, Millet et Babola, qui sont 3 clients partenaires du démarrage, nos 3 clients partenaires actuellement. Et pour cette année 2025, on devrait être autour de 80-90 000 paires de chaussures qui seront livrées à la fin de l'année. Donc d'année en année, on a appris à faire de la chaussure, on a produit de plus en plus en améliorant notre niveau qualité aussi.
Et maintenant, on a un processus de fabrication avec une ligne de production qu'on maîtrise complètement. Et notre objectif, donc on y reviendra un peu dans la seconde partie avec la présentation du projet Portugal, notre objectif, c'est d'avoir cette ligne-là qui est duplicable voilà, que l'on peut dupliquer une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on veut pour être capable de produire encore plus, de produire davantage. Mais l'intérêt de cette ligne-là, non seulement elle est duplicable, mais également elle est très flexible. Elle nous permet de faire un grand nombre de différents produits, parce que chez ASF, on fabrique des paires de chaussures pour Salomon, pour du trail running, pour du marathon, pour Babola, pour du tennis, pour la marque Millet, pour de la randonnée. On fabrique vraiment un panel de chaussures important. Donc, c'est non seulement être automatisé, mais être suffisamment flexible aussi pour répondre à la demande de tous nos clients au fur et à mesure de l'évolution des tendances et de ce que chaque client a besoin pour son sport et son usage. Donc, en nous appuyant aujourd'hui sur ce savoir-faire qu'on a développé, qui est assez unique, on a une ambition, c'est de devenir un acteur majeur dans l'industrie du sport. Donc, on parle d'Europe. Si on va un peu plus loin, parce qu'il est toujours intéressant d'avoir de la perspective, notre perspective, c'est celle-ci. On a déjà créé notre ligne de production, on sait faire, on ne revient pas dessus. On a un projet européen qui est de lancer une usine avec 2 lignes de production dans une phase 1, puis une phase 2 de lignes supplémentaires et monter avec une phase 3 sur 2 lignes supplémentaires pour monter à 1,5 million de paires par an. Ça, c'est notre projet qui va nous occuper pendant les prochaines années, mais on a en tête, si notre projet européen se révèle comme étant un vrai succès, ce que nous ne doutons pas, c'est de partir aux États-Unis, ou tout du moins sur le continent américain, pour être capable de faire la même chose. Sachant qu'aujourd'hui, il faut être clair, on est sollicité par un grand nombre de marques, et notamment les marques américaines, qui sont, comme les marques européennes, très à l'écoute de solutions qui leur permettraient de ne pas être sur un 100% Asie. Donc voilà un petit peu la feuille de route à long terme. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le court terme. Le court terme, c'est notre projet au Portugal. Donc notre projet au Portugal, c'est quoi? C'est la France plus le Portugal. C'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2030. Et c'est un scale-up industriel en 3 phases, 2026 2 lignes, 28 et 30 2 lignes supplémentaires, avec un objectif de marge d'exploitation supérieur à 10%. Pour ce faire, on a décidé d'aller au Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce qu'il y a un savoir-faire footwear, parce qu'il y a une proximité géographique avec les marques et avec ASF en France, parce qu'au Portugal, on sait faire des semelles de chaussures de sport compétition, contrairement à la France, où aujourd'hui on n'a pas ce savoir-faire. Il faut être honnête, on a aussi un coût de main-d'œuvre qui est réduit au Portugal. Chargé, c'est 40% par rapport à la France, donc c'est quand même important, c'est très important. Et en plus, on a le soutien de l'État et de l'Europe sur des projets européens. On a déjà, l'avancement du projet, c'est qu'on a déjà créé la société au mois de juillet. On a des dossiers de subvention qui sont en cours. On a un foncier qui est sécurisé. On devrait signer le bail la semaine prochaine. Nous sommes avec Julien au Portugal pour signer le bail. On a évidemment les plans de l'usine, le setup des lignes de production. On a déjà notre recrutement du top management. On a à peu près 6 personnes qui sont prêtes à nous suivre. Évidemment, des personnes d'expérience de l'industrie de la chaussure et de proximité. Et puis également, on a fortement avancé avec les intégrateurs et les fournisseurs intégrateurs de machines et les fournisseurs de clés qui sont déjà sélectionnés. Donc voilà un petit peu où nous en sommes sur notre projet Portugal. Je vais laisser un peu la parole à Julien et on va avancer sur pourquoi investir dans un projet de ce type. Tu as la main, Julien?
Donc, pour investir, si vous pouvez passer la slide, Maud. Donc, on a deux arguments forts à mettre en avant. Le premier argument, c'est notamment la participation de marques clés au capital d'ASF 4.0, avec en figure de proue Salomon, qui est actionnaire depuis 2020, depuis le démarrage du projet, et qui charge l'usine en France et qui demain chargera l'usine au Portugal avec ces modèles. Et le deuxième argument, c'est, si vous pouvez passer... Non, c'est notamment la participation de Carlos Tavares au capital d'ASF Portugal. Je pense que vous connaissez Carlos Tavares, ancien dirigeant de Stellantis, et il deviendra la semaine prochaine, puisqu'on va lancer une augmentation de capital sur le Portugal, et on va signer le pacte d'actionnaires, actionnaire d'ASF 4.0 Portugal. Il apportera notamment son expérience et son expertise industrielle à notre projet ASF au Portugal, notamment en devenant conseiller du président, donc conseiller de Gilles Réguillon. Donc ça, c'est les deux arguments au niveau des actions. Et dernier point qu'on voulait mettre en avant, si vous passez, donc notre ambition, devenir le premier producteur de chaussures de sport en Europe, ça Gilles l'a dit, un processus industriel de pointe, un processus industriel 4.0 avec une intégration verticale de l'ensemble des logiciels qui pilotent du développement jusqu'à la production des chaussures. Un ramp-up industriel sécurisé par des engagements, ça c'est extrêmement important, puisque aujourd'hui le projet, il n'y a pas d'enjeu commercial, puisque comme je l'ai dit, les marques font partie de l'actionnariat, les marques chargent l'usine. Le focus se fait plutôt sur le ramp-up industriel et la capacité à délivrer les volumes qui sont engagés par les marques. Un plan de développement ambitieux avec la volonté, effectivement, à partir de ce projet pilote en France qui a démontré la capacité d'automatiser la fabrication de chaussures, la volonté d'aller chercher en Portugal la rentabilité avec un projet plus important qui va nous permettre de massifier la production des chaussures de sport et donc d'aller chercher cette rentabilité avec une croissance qui doit se faire sur un plan 2026-2030 où on devrait atteindre 1,5 million de paires de chaussures versus 55 000 aujourd'hui produites. Et le dernier point qui a déjà été dit, des clients stratégiques déjà actionnaires avec Salomon, Millet et Babolat. Ce que l'on peut rajouter, c'est que en dehors de ces clients stratégiques qui sont nos actionnaires, on est en discussion avancée avec d'autres marques. Les marques sont Puma, pour ne pas les citer, On Running, Brooks. On a eu des contacts aussi avec New Balance et je dois oublier encore un européen. Et aujourd'hui, clairement, on est sur un positionnement unique et on devient très attractif pour ces grandes marques qui aujourd'hui n'ont qu'une solution qui est l'Asie. Julien a parlé de l'augmentation de capital que l'on va faire au Portugal la semaine prochaine. Normalement, cette fin de semaine, on devrait réaliser le closing de l'augmentation de capital 1 de la France avec nos actionnaires financiers du groupe Chamatex qui nous accompagnent de façon importante. On a un volant de business angel industriel et on a également un sportif de haut niveau de notoriété qui s'appelle Teddy Riner qui investit dans le projet. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est le Portugal avec l'arrivée de Carlos Tavares et peut-être de 1 ou 2 co-investisseurs
avec Carlos Tavares. Et la troisième phase, c'est l'arrivée de l'ITA, plus d'autres partenaires. Et ça donnera l'occasion d'une troisième augmentation de capital qui aura lieu certainement en janvier 2026. Corrige-moi, Julien, si le calendrier, c'est pas tout à fait celui-ci. Non, c'est exactement ça. Voilà, je rajouterai un point, c'est que on est sur un marché qui est somme toute énorme, mais qui est un marché compliqué. Plus les choses sont compliquées, plus les solutions doivent être précises, sophistiquées et pilotées avec énergie et avec motivation, détermination. Et ce que je peux dire, c'est que les 3 personnes que vous avez là, depuis un certain temps, sur le projet ASF et sur l'ensemble du groupe, on démontre une détermination pour avancer. Et c'est important de le savoir, c'est que si vous investissez dans ce projet-là, vous pouvez compter sur une équipe dirigeante et des équipes d'encadrement et des équipes de production de haut niveau et d'une détermination sans limite. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous dire. Tu veux rajouter quelque chose, Lucie? Non, pas spécialement. Julien? Bon. Eh ben merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation très claire, très complète. Chez l'ITA, on est vraiment ravis de participer au financement de ASF 4.0 et de permettre à des particuliers de prendre part à cette levée de fonds. Donc, avant de passer à la session de questions-réponses, puisque je vois qu'on a déjà quelques questions, je voulais simplement rappeler les conditions de cet investissement et revenir sur les raisons pour investir qui ont été identifiées chez nos analystes l'ITA. Alors, dans le cadre de cette levée de fonds, ASF 4.0 lève des fonds en actions avec un objectif cible de 1 million d'euros. Et dans cette levée, la rentabilité se caractérise par une réduction d'impôt de 18% d'une part et une plus-value potentielle à partir de 5 ans d'autre part. Aujourd'hui, la levée de fonds est en phase de pré-collecte et a déjà reçu près de 700 000 euros d'intention d'investissement pour un minimum de collecte de 750 000 euros. On est en train de finaliser les dernières formalités administratives et la collecte devrait ouvrir dans les prochains jours. Donc, tenez-vous prêts, profitez-en pour valider votre profil sur l'ITA si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous serez bien sûr avertis au moment du passage officiel en collecte. Voilà pour les conditions. Et pour revenir brièvement sur les 4 raisons pour investir qui ont été identifiées de notre côté, même si ça va faire un petit peu redite avec ce qui a été dit par l'équipe. La première raison, c'est qu'ASF 4.0 est le leader de la chaussure de sport décarbonée Made in Europe. Le procédé développé par l'entreprise est unique en Europe et permet une relocalisation de 100% de la production de chaussures de sport techniques en Europe, ce qui permettrait une économie de CO2 pouvant atteindre jusqu'à 45%. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le potentiel de croissance qui est important, avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros à horizon 2030. La troisième raison… Millions. J'ai dit millions, pardon. Petite erreur, excusez-moi. Oui, c'est un facteur important. Quand même, oui. La troisième raison, c'est un actionnariat solide à valeur ajoutée pour le déploiement du projet. Vous en avez parlé, mais Chametex Group, Salomon, Millet et Babola apportent une expertise technique unique en même temps qu'un volume de commandes garanti pour les premières années du projet. Donc, raison importante. Et puis, la dernière raison, c'est que c'est un projet fortement créateur d'emplois, avec 210 emplois créés au Portugal en 2026 et 580 à terme, une fois que les 6 lignes de production seront installées. Donc, voilà nos 4 raisons côté l'ITA. On va donc pouvoir passer à la partie questions-réponses. Je vois qu'on a déjà quelques questions. N'hésitez pas à en poser davantage dans l'onglet questions.
Je vais commencer par la toute première qui a été posée par Florian, qui demande « À quel horizon voyez-vous une stabilisation du marché de la chaussure de sport? Le marché est en expansion et arrivera à un plateau. L'avez-vous chiffré ?» Julien, moi aussi. Ouais. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, on considère que les courbes qui sont déjà en notre possession sont sur une croissance qui est stable de l'ordre de 7 à 8%. Il se trouve quand même que dans les pays développés, on se retrouve avec de plus en plus de gens qui ont, malheureusement pour nous, entrepreneurs, du temps libre. Les gens qui ont du temps libre ont plutôt tendance à faire du sport. Depuis le Covid, ça s'est accéléré. Donc, on pense que dans les pays occidentaux, sur des produits à valeur ajoutée, parce qu'on n'est pas en train de parler de la chaussure à 50 € qu'on achète au supermarché, mais dans la chaussure à valeur ajoutée avec de la performance, on pense que la stabilité et la saturation du marché, elle n'est pas pour demain. Elle est certainement pour après-demain et après-demain qui est certainement loin. Je peux compléter ce que vient de dire Gilles. Je pense aussi il s'agit c'est important de remettre les grands ordres de grandeur. Donc, ASF, à horizon 2030, ça sera 1,5 million de paires de chaussures. Si on prend le premier client d'ASF, Salomon aujourd'hui vend dans le monde plusieurs dizaines de millions de paires de chaussures. Donc, si on prend la totalité de la production d'ASF, cette production ne représenterait à terme que quelques pourcents du volume total de Salomon, sachant qu'évidemment l'ambition c'est de faire venir, il y a déjà d'autres clients avec Babola qui vend, alors j'ai plus les derniers chiffres, mais je pense que c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de paires de chaussures, mais il y a aussi 800 000. 800 000. Donc, le marché est extrêmement important sur la chaussure de sport technique et ASF ne représente qu'une goutte d'eau au niveau de ce marché-là. Donc, le risque d'une stabilisation ou même d'une décroissance du marché est assez faible au niveau d'ASF. On n'est pas aujourd'hui le premier fabricant de chaussures dans le monde. Super, merci à tous les deux. Florian, j'espère qu'on a répondu à votre question. Je passe à une deuxième question, une question de Dimitri, qui nous dit « Vous indiquez 2021-2024 pour 250 000 paires par an. Or, vous avez indiqué pour 2025 environ 80 à 90 000 paires. Est-ce dû à un manque de commandes ou quels sont les autres facteurs de cet écart ?» C'est la slide 13, je crois que j'ai retrouvé, si on peut la montrer. Ouais. 250 000 paires par an, de mémoire, c'était pas par an, c'était total depuis qu'on avait démarré, non? Non, c'est par an, mais c'est la capacité nominale en fait d'accord. d'ASF si on tourne en 3/8, si on fait que produire, etc. En fait, là, on a indiqué dans cette diapo-là les capacités nominales de chacun des sites de production. Mais en fait, nous, ça ne représente pas c'est la capacité de l'outil de production si on tournait en 3/8 et qu'on tournait à 100%. Sans développement. Aujourd'hui, sans développement, voilà, le site qu'on a en France, c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seule ligne de production, mais on développe aussi nos produits qui passent sur notre ligne de production pour pouvoir les valider, les industrialiser avant de les fabriquer. Et demain, dans le projet ASF au global avec le Portugal en plus, le Portugal sera une usine de production, gros volume, et la France restera une usine de production avec une ligne qui continuera à faire tous les développements. Tous les développements la partie R&D restera en France, plus une petite partie de la production, et le gros volume sera au Portugal. Donc là, c'est vraiment la capacité nominale qu'on indique et ce n'est pas la quantité réelle qu'on a produite.
Ce qu'on peut dire également, c'est que sur 2025, on est encore dans notre phase de ramp-up qui devra être atteinte définitivement sur 2026. Donc, on a deux facteurs. On a effectivement les développements plus le ramp-up qui n'est pas encore au max. Mais on démarre bien le Portugal avec des lignes qui, après un trimestre, devraient cracher le volume qu'on a indiqué. Très clair, merci. Je passe à une autre question, une question d'Antoine qui demande s'il y a la place et la possibilité d'augmenter le nombre de lignes de production en France sur le site ardéchois. Ça, c'est une très, très, très bonne question. Bien sûr qu'il y a la place parce que quand on a créé ASF, on l'a créé en visant une extension en France. Et on a décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a un petit peu plus de personnel que ce qu'on avait imaginé par ligne. C'est-à-dire qu'on pensait être plutôt au moment de nos business plans, il y a 5-6 ans, être à 15 personnes par équipe. On est plutôt à 20 personnes par équipe. Alors, effectivement, ça fait 5 personnes de plus. Cependant, une usine en Asie, c'est 10 fois plus que nous. Donc ça, c'est grâce à l'automatisation qu'on a réussi à diminuer le nombre de personnes. Mais ces 5 personnes de plus, l'air de rien, dans un business plan avec 2 ou 3 équipes, ça fait vite une différence. Donc, on préfère avoir un taux horaire portugais qu'avoir un taux horaire français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le site d'ASF aujourd'hui, c'est le même site que Chamatex, le groupe Chamatex. On est sur un site où on a à peu près 200 emplois, rien que nous au niveau du groupe, et c'est un petit village. Donc, on a plus ou moins saturé le bassin d'emploi. Donc, quand on sature un bassin d'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà pris les bons et que ceux qui restent sur le marché, ce sont ceux qui ont soit n'ont pas vraiment envie de travailler, soit sont moins bons. Donc nous, de façon générale, ceux qui n'ont pas envie de travailler et ceux qui ne sont pas terribles, on n'a plutôt pas envie de les prendre. Donc du coup, ça c'est la deuxième raison. Après, il faut reconnaître que être entrepreneur en France, c'est compliqué. Être entrepreneur et producteur, c'est encore plus compliqué. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'en France, il n'y a plus grand monde qui a l'ADN de la production. Et quand on est au Portugal, on se rend compte qu'on est dans un pays qui a encore cette culture de la production, et notamment la culture de la production confection. La confection, il faut tenir une cadence, et manifestement, il y a des pays qui sont plus adaptés pour tenir des cadences que d'autres. Voilà. Voilà les 3 raisons qui sont assez transparentes, qui font qu'on a décidé, plutôt que de faire une deuxième ligne en France, c'est d'aller en faire 2 de plus au Portugal. Ok, très clair, merci. Je continue sur une question posée par Émilie qui demande quelle est la différence de prix entre une chaussure fabriquée au Portugal versus une chaussure asiatique. Vous pouvez aller chercher le slide qui est en annexe. Il y a un slide on s'attendait à la question. C'est 40. Celui-là. Celui-là avant. Voilà. Merci. Non. Non. Non, voilà celui-là. Donc, par contre, il faut que vous enleviez peut-être votre. C'est moi qui peux enlever. Ah, ça change. C'est bon. C'est toi, Julien, ou c'est moi? Comme tu veux. Non, bah vas-y. Non, donc la différence, pour répondre à la question, la chiffrer, aujourd'hui, il y a 2 lieux de production en Asie pour les chaussures de sport, la Chine et le Vietnam, sachant que de plus en plus la production bascule au Vietnam, et notamment à la région d'Ho Chi Minh,
qui est devenu le grand hub de fabrication des chaussures de sport. Les coûts de vente aux marques, ils vous sont donnés là, ils sont à peu près de 30 € au Vietnam et 40 € en Chine. Donc, ça comprend le coût des composants et la main-d'œuvre et la marge du fabricant, évidemment. Donc, aujourd'hui, ASF est à un coût moyen d'une 50aine d'euros, je crois 54 pour être précis actuellement. Donc, il y a une différence qui est assez significative. Donc, aujourd'hui, les marques partenaires nous achètent ces produits-là puisqu'elles y voient un intérêt, comme l'a dit Gilles, comme l'ont dit Gilles et Lucie, industriel, développement plus court, impact carbone, mais aussi un intérêt marketing, puisqu'on est sur des produits made in France avec une usine 4.0. Demain, si on veut accroître la production, l'objectif avec l'usine portugaise, c'est de redescendre ce tarif aux alentours des 40 €, même d'être en dessous des 40 € et donc de se rapprocher des prix qu'on peut constater en Chine et des prix que l'on constatera au Vietnam, parce que puis on connaît bien le Vietnam au niveau du groupe Chamatex, on a notre propre usine de tissage sur place, on a quand même une inflation qui est importante sur place, puisque c'est un pays de 90 millions d'habitants, avec beaucoup de productions qui sont délocalisées là-bas, et donc des salaires qui progressent très vite. Et donc, on pense que le Vietnam rejoindra rapidement les coûts chinois et donc les coûts portugais. Et donc, la production au Portugal sera compétitive par rapport à l'Asie. Et puis, il y a ce fameux accord de douane qui donne 0% de douane pour les produits qui viennent du Vietnam. Ça ne durera pas vitam aeternam, du moins ce qu'on espère. Contrairement à la Chine, il y a des taxes. Ok, merci. Et pour rester dans la comparaison, on a une autre question qui demande: est-ce que l'avantage compétitif de la main-d'œuvre, 15-20 personnes au lieu de 150 en Asie, est un avantage durable dans le temps? Si oui, combien de temps? Écoutez, nous, on a construit un business model qui n'est pas un business model lié au nombre de personnes et au savoir-faire des personnes. Et c'est ça qui est quand même important, c'est qu'on est assez disruptif, c'est-à-dire c'est notre process, notre propre process qu'on s'est approprié, qui est grosso modo, on est capable d'aller dupliquer ce process au Portugal, demain aux États-Unis, au Mexique, au Japon, où on veut, parce qu'on n'est pas lié à ce niveau de main-d'œuvre qu'on peut avoir dans les usines en Asie, avec une nécessité de formation et autres. Alors, bien sûr qu'on a une nécessité de formation, mais le cœur de notre savoir-faire reste l'automatisation et non pas le nombre de personnes. Donc, c'est en ça qu'on est quand même assez disruptif et qu'on pense quand même qu'on a un certain nombre d'années d'avance sur notre business model. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que si, mais n'hésitez pas à nous préciser s'il y a d'autres questions qui découlent de cette réponse. Je vais prendre la question de Stéphano qui vous demande quelle typologie de partenariat vous mettez en place avec vos partenaires d'automation, Siemens, Bosch, pour garder une longueur d'avance, de l'exclusivité versus les autres producteurs. Systématiquement, quand on a des choses qui sont très spécifiques, on essaye de boucler un contrat d'exclusivité. Par exemple, avec Bosch, on a déposé 2 brevets. On leur a laissé déposer les brevets pour qu'ils puissent utiliser sur d'autres activités, d'autres industries que la chaussure. Mais on a verrouillé une licence exclusive sur le business du footwear. Donc, voilà, on a fait quelques avancées comme ceci. On a d'autres process là, qui sont en train d'arriver très innovants et on le boucle avec des petits contrats d'exclusivité pour éviter qu'ils aillent faire pareil chez des petits copains, hein, tout simplement. Après, pour être tout à fait honnête aussi avec vous, ce qu'on va mettre en place en Portugal ne sont pas des copies conformes de ce qu'on a fait en France, mais ce sont des process similaires, optimisés du fait des 4 années d'expérience. Et dans ce cadre-là, on prend un peu plus de liberté aussi. Et c'est notre savoir-faire presque qui prend le dessus par rapport au brevet de ces Siemens et Bosch.
Très bien, merci. Je continue avec une question de Dimitri qui vous demande: un retour ou expansion en Europe après la Gigafactory américaine est-il envisagé ou plutôt continuer à étendre des lieux de production différents? Un retour, expansion en Europe après. Vous savez, il faut être humble face à la vitesse à laquelle le monde avance, le monde géopolitique, le monde économique. Je vais vous dire déjà, si on boucle notre usine en Europe et qu'on part faire une gigafactory aux États-Unis, on serait un petit peu des sorciers de savoir si après ça on revient en Europe ou si on repart au Japon ou autre. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a un business model qui est duplicable par rapport aux arguments que j'ai donnés tout à l'heure et qu'on prendra les bonnes décisions, les moins risquées, les plus profitables pour la société. Très bien. Merci. Et je crois qu'il nous reste une seule question, qui est une question de nouveau de Stéphano, qui demande comment le FTA entre l'Indonésie et l'Europe impacte sur les plans d'expansion de ASF. C'est un gros pays de la chaussure de sport avec un taux horaire environ la moitié du Vietnam, ce que ça amène une pression supplémentaire à la production européenne. Est-ce que ça amène une pression supplémentaire à la production européenne, je pense? Bien sûr, ça c'est la stratégie des Taïwanais que je respecte par ailleurs. Ce sont les plus gros producteurs de chaussures de sport au monde. Donc, ils ont commencé à fabriquer des chaussures à Taïwan. Vous vous rappelez qu'on avait du Made in Taïwan? On ne s'en rappelle pas, il faut un petit peu âgé. Après, il y a eu du Made in China. La Chine est devenue trop chère, puis d'ailleurs on le voit. Maintenant, la Chine peut être à peu près équivalent à l'Europe. Donc, tous ces gens-là sont partis au Vietnam. Le Vietnam devient un peu cher, on part en Indonésie. Et en fait, c'est sans fin d'aller toujours chercher un pays moins cher. Il y en a même maintenant qui commencent à aller en Birmanie. Bon, je trouve que tout ça manque un petit peu d'éthique. On ne pourra pas éternellement exploiter les pays qui sont les moins développés, avec les taux horaires les plus bas, s'appuyer sur ça en faisant croire qu'on est content de leur donner du boulot, mais non, on est surtout content d'aller chercher des l'EBITDA. Je pense que ce business model a ses limites. Et nous, on est sur un business model à l'opposé qui dit on investit avec un savoir-faire et après, on essaiera de se déployer dans certains pays, mais en nous appuyant sur ce savoir-faire qui est unique, automatique, et avec un niveau de main-d'œuvre qui est je parle du salaire, qui est le niveau de main-d'œuvre des pays occidentaux. Et c'est certainement plus stable, notre business model, que celui qui est toujours vers une fuite en avant du pays qui est le moins cher. Après, il est vrai que l'Indonésie est encore moins chère que le Vietnam, mais en Indonésie, ils n'ont pas encore le savoir-faire du Vietnam, ils n'ont pas encore le savoir-faire de la Chine, et je pense qu'ils sont encore loin de notre savoir-faire. Merci Gilles. J'espère que ça répond à votre question, Stéphano. N'hésitez pas sinon à nous faire un retour. Écoutez, je crois qu'on a traité toutes les questions. Je revérifie. Je laisse juste quelques minutes pour voir si on a de nouvelles questions. Mais sinon, on va arriver à la fin de cet échange. Un grand merci à tous les trois pour votre temps aujourd'hui et pour cette présentation qui sera aussi retransmise en replay. Donc, si vous avez manqué le début ou une partie, vous pourrez tout revisionner. Je répète ce que j'ai dit, mais on devrait passer en collecte dans les prochains jours. Donc, tenez-vous prêts. Allez valider votre profil s'il n'est pas encore validé.
et vous recevrez, si vous avez mis une intention dans le projet, vous recevrez un top départ au moment du lancement. Donc voilà, ça devrait être imminent. En tout cas, merci à tous de vous être connectés en direct. Merci à tous les 3 et à très vite sur l'ITA. Merci tout le monde. Au plaisir de vous avoir en tant qu'associé. Merci, au revoir. Au revoir, revoir. merci.